Merci beaucoup. Un grand merci à Claire d'avoir organisé et d'avoir pensé à cette session, à Antonin et Stéphanie aussi, et à Fred pour leur appui et leur flexibilité logistique. Alors, vous m'entendez bien? Oui, j'entends oui, OK. Bon, donc je vais commencer par dresser un résumé rapide des critiques récentes de l'histoire globale, pour ensuite affirmer que les défauts que ces critiques identifient peuvent, au lieu d'aboutir dans une sorte de référendum pour ou contre l'histoire globale vis-à-vis de l'histoire nationale, nous amener plutôt à des nouveaux regards sur les navires, justement, sur la mobilité et sur ces espaces interstitiels des routes et des voyages. Et finalement, j'espère faire ressortir combien je crois ces nouveaux regards pour toutes ces thématiques seraient capables de relancer cette discussion ouverte et productive, j'espère, sur les jeux d'échelle, tout comme sur les cadres géographiques qui animent les recherches. Et d'abord, il faut penser à quelle histoire globale. Et donc, je pense que s'il existait depuis des décennies des débats sur l'histoire globale mondiale, et certainement depuis que ce genre a pris une forme solide, pour le moins dans le monde anglophone, avec le Journal of Global History en 2006, je crois, on peut constater néanmoins que ces débats sont devenus plus aigus à partir de 2013. Et en France, on pourrait penser par exemple à un numéro du journal de Le Débat de cette année sur l'enseignement de l'histoire à l'école, où on s'inquiétait beaucoup sur l'identité nationale, le civisme face aux défis de l'histoire globale. On pourrait penser bien sûr aux polémiques de Nora plus récemment, en réponse à l'histoire mondiale de France, de Bouchon et équipe. Aux États-Unis, par contre, les débats ne traitaient pas tant de l'identité nationale, de civisme, et ils sortaient contre toute attente largement d'une université qui était connue comme un centre d'histoire globale, l'université de Princeton. Et je pense particulièrement à deux historiens qui ont mené cette charge. Le premier, David Bell, en 2013, qui est historien de la France, a dressé une longue liste de plaintes contre l'histoire globale qui mérite d'être écoutée vraiment. Selon lui, l'histoire globale était dépourvue trop tôt des outils de l'histoire sociale. Elle avait abusé du concept du réseau en voyant la collectivité partout. Elle avait tenté de décentraliser cette histoire nationale d'Europe et des États-Unis sans pour autant, selon lui, avoir fourni des échelles pour les remplacer. En 2016, un autre historien de Princeton, historien de l'Amérique latine, Jeremy Adelman, aussi très renommé, a complété ses critiques dans un article au lendemain de la victoire électorale de Trump, qui regrettait, un historien global, les excès d'une histoire globale, obsédée par les histoires qui coulent et les rencontres de certains voyageurs, et non pas par l'immobilité et l'isolement des masses. Il a lamenté une démarche téléologique relative à l'intégration mondiale, et il a suggéré qu'il y avait une énorme ironie dans le fait que l'histoire globale, des énormes histoires des villes globales, des rencontres culturelles, du cosmopolitisme, et qu'elle n'avait pas pensé à produire une histoire globale de l'antiglobalisme, des rencontres qui finissent par augmenter le monde. Et que l'on trouve juste ou pas, je pense qu'il faut remarquer que ces critiques parlaient de plusieurs histoires globales. Non? Il y a d'abord cette histoire globale des grandes comparaisons, sans référence aux distinctions de centre et de périphérie traditionnelles. Et puis, il y a cette histoire globale qui suit l'influence d'un espace reconnu jusqu'à l'extérieur. Celle-ci, il me semble, fait fureur aux États-Unis, parce qu'on a dit il faut globaliser votre historiographie.
Maintenant, on est ravis de voir notre reflet dans tous les coins du monde. Ah oui, on a inspiré ça. Non, c'est un peu polémique, peut-être pas. Mais puis, il y a notre film qui a peut-être plus à voir avec ce qui se passe en France maintenant, qui est celle qui cherche les influences extérieures et les suit jusqu'aux confins sacrés d'une nation, d'une région, de l'espace européen. Mais finalement, je pense qu'il y a un autre film d'histoire globale qui est un peu plus difficile à définir et qui mérite d'être distingué. Et en fait, il a été très bien décrit par Christophe Charles dans un article de 2013, un article d'ailleurs qui a anticipé ces débats de David Bell, de Adelman, de Dura aussi, je pense. Et dans cet article, Charles décrit une histoire globale qui identifie et qui suit, je cite, des petits groupes d'acteurs qui assurent les connexions entre l'espace, qui assument les décisions, qui prennent des initiatives, parce qu'ils se trouvent à des niveaux stratégiques pour les interconnexions, au point que les processus de globalisation qu'ils ont suscités peuvent avoir des effets considérables, parfois insoupçonnés, par les intéressés eux-mêmes. Et du coup, c'est à force de suivre ces itinéraires physiques et matériels, je dirais, de ces acteurs humains et d'identifier ces ironies, ces conséquences inattendues, que, comme il dit, et je dis encore, qu'on doit conclure que l'approche globale et l'approche nationale ne sont ni univers radicalement incompatibles, ni des poupées gigognes qui s'emboîtent simplement et harmonieusement, puisque chacune contribue à déstabiliser l'autre en l'obligeant à revoir ses présupposés implicites et donc à relancer perpétuellement la question de l'articulation des échecs. Et pour moi, pour le point, on peut récupérer de ces débats, premièrement, qu'il est d'une importance capitale d'avoir une histoire globale de fragmentation, de frontières, de barrières à la mobilité. Et deuxièmement, que l'histoire globale reste très productive, qu'on s'efforce de suivre les acteurs humains avec les outils de l'histoire sociale, non simplement pour démanteler l'échelle, mais pour en articuler d'autres. Et nuancer les relations entre les échelles qui existent toujours. Et je crois que sur les deux points, un nouveau regard pour le navire, lieu d'histoire comme objet théorique, comme source pour les chercheurs, se montre nécessaire en état. Et j'avoue que l'idée du navire comme un lieu négligé par l'histoire globale pourrait surprendre un peu, parce qu'on est en train de parler d'une historiographie obsédée par le mouvement de connexion de l'obéissance, des révolutions de transport. Non? Et en effet, dans les histoires globales, l'âge de la navigation à droite, selon mes expériences, justement, on en trouve des histoires où l'histoire sociale, culturelle du navire est bien explorée depuis des diverses perspectives, où ces navires et le monde interne, et puis jusqu'au port les plus lointains, avec des thématiques extrêmement intéressantes. Mais si vous avancez à cette époque, disons entre 1860 et 1830, l'époque où l'infrastructure de l'intégration mondiale est mise en place. Je pense par exemple aux canaux de Suez, de Panama, la construction des chemins de fer transcontinentaux, les routes subventionnées de navires à vapeur en permanence, les câbles sous-marins, on pourrait continuer. Dans cette époque, en revanche, les chercheurs ont tendance à s'appuyer surtout sur l'anéantissement de l'espace du temps, comme leur fil conducteur, disons. Et le navire, maintenant le navire à vapeur, se réduit trop souvent à une simple machine, à un vecteur de l'industrialisation ou de la puissance étatique commerciale. Et ce qui a produit donc est une historiographie formidable sur les villes portuaires, sur les transferts techniques, sur les grandes négociations maritimes, quelques voyageurs et papiers. Et pourtant, cet espace
social et culturel du navire, du grand navire, du grand paquebot, mais aussi des navires de cette époque qui est importante, de l'accélération de la mondialisation. Cet espace du navire reste sous-exploré par les chercheurs et souvent soumis à des explications très naturalistes. Et bien sûr, cela pourrait s'expliquer par le fait que les voyages, oui, qu'ils soient migratoires ou non, devenaient plus courts dans cette époque. Non, traverser l'Atlantique en 1810 dans un paquebot du voyage d'une semaine, ce n'est pas la même chose de la traverser dans un navire à voile durant tout un mois. Et donc, la question se pose, est-ce que les navires de fer et de charbon restaient ce lieu imprégné de signifiance, un lieu qui agissait sur ses occupants, ou n'est-il pas devenu une sorte de métal plutôt qu'un lieu, ou voire un non-lieu à la marque Auger? Et bien évidemment, je pense qu'ici, on regarde de plus près, c'est tout au contraire. D'abord, les paquebots de cette époque de l'histoire contemporaine, disons, ont hébergé des pratiques et des gestes d'appartenance divers. Récemment, par exemple, les historiens ont découvert qu'à partir du tournant du XXe siècle, les passagers avaient tendance à imprimer des journaux à bord où ils communiquaient toutes leurs expériences pour ensuite les garder, ces journaux, comme souvenir. Pour les passagers plus modestes, il y avait une gamme de pratiques très claires. Des cartes postales avec l'image du navire, des albums souvenirs, des clubs et des associations qu'on met en transit. Et on peut penser à l'appartenance de manière un peu différente, plus large. Par exemple, ce livre, s'il célébrait la Troisième République, la nation française, le tour de la France par deux enfants, a une scène très intéressante où les deux protagonistes enfants visitent un paquebot à Marseille où ils découvrent les quartiers de marins arabes, chinois, hindous et français, et où ils s'émerveillent de la puissance française, le paquebot étant devenu une sorte de procuration de la France outre-mer. Non seulement de la France coloniale, mais la France outre-mer, parce qu'ils sont en train d'admirer des Chinois, des sujets coloniaux. Puis, je crois que le paquebot est un véritable lieu, aussi dans le sens qu'il marque les gens. Donc, littéralement, on les attribue des identités, des privilèges, des classes, de races, de genre. Et on peut prendre cette dimension d'attribution d'identité, de classe pour acquis, mais je pense que les témoignages humains nous aident à les problématiser. Et on peut prendre par exemple une mémoire du violoniste prénommé Ivry Guitlis, qui vit toujours, et qui a migré en France de Palestine en 1930. Et dans une mémoire, il a raconté son expérience d'un embarquement dans un paquebot de messagers maritimes qui passait la Méditerranée. Et donc, le jeune Guitlis, alors une enfant de famille pauvre, se récoltait ainsi à travers de l'expérience de l'embarquement, qu'il appelle, et je cite, un apprentissage, une traversée pleine d'enseignements, et pourtant, personne ne nous a adressé la parole. Ce qui suit, c'est une sorte de rite d'exclusion, dans lequel les valises, les billets, les vêtements se font remarquer. Tout l'anglais touristique, il les regarde, il dit avec un regard réservé aux indigènes, aux gens de service qui dit à la vue de nos billets, voulez nous donner un coup de pied pour envoyer à l'autre bout du bateau. Puis, croisant ce qui, pour lui, semblait comme des kilomètres et des kilomètres de couloirs, et finalement, il arrive à leur quartier, de famille pauvre, Guitlis. Et là, il décrit un trou, il dit, une espèce de spirale, d'où montait une odeur abominable. Là, c'était une odeur de classe, de la merde. Ça m'a marqué pour la vie, il dit. J'espère que je ne l'oublierai jamais jusqu'à mon dernier souffle. Si je deviens riche un jour, je ne l'oublierai pas. Bref, dans sa conscience de soi, je pense que ce pauvre migrant révèle dans le navire
temps de contact difficile de classe et de nationalité. Et il faut juste calculer combien on manquera dans un ranking qualificatoire si on veut commencer avec l'arrivée à Marseille. Après toute son expérience, comme tant d'autres migrants, a commencé avec un voyage au navire, un voyage au sein du navire. C'est une vision, d'ailleurs, du peloton, pour citer la phrase de Jules Verne, qui surgit de ces récits et de maintes récits de passagers. Et plus précisément, on pourrait dire un bidonville flottant. Un bidonville flottant dont on a écouté des échos tout au long de la période. Et les transports de coulis, des douches chinois, jusqu'à la migration de Mars pour l'Atlantique. Pour citer un exemple très rapidement qui montre à quel point ce n'était pas justement une perspective des passagers d'en bas, mais aussi des lits. On pourrait penser à un document de présentation de 1913, écrit par un représentant des industriels des villes côtières des États-Unis, qui, dans un sorte de délire d'ethnographe amateur, a décidé d'entreprendre un ski voyage en troisième classe, en entreprend, pour comprendre comment les migrants qui venaient aux États-Unis vivaient, comment ils vivaient durant le passage. Et dans son rapport, qui s'appelle le rapport Cotterill, dont les trouvailles s'acheminent d'ailleurs au Congrès américain, et on fait susciter un grand intérêt. Il esquisse une image du paquebot, une sorte de creuset clos, où les jeunes hommes perdaient tout leur temps dans les agents devenus effrénés, où les races hardies étaient contaminées par les races indésirables, et où les jeunes femmes tombaient dans les pièges et finissaient pratiquées dans cette traite blanche qui a tant préoccupé les esprits dans les derniers jours de la Belle Époque. C'est un portrait des bidonvilles qui anticipe la fermeture des portes migratoires américaines au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et ce que j'espère ressortir est plutôt le fait que les contrôles d'élite et d'en bas étaient convaincus que le navire était en fait un lieu chargé de signifiance et d'appartenance, un environnement qui agissait sur ces habitants constamment, y compris durant les voyages plus rapides. Mais je propose aussi que le navire soit un formateur pour avancer cette histoire globale, si recherchée par ses détracteurs. Non? Cette histoire globale de l'anti-global, qui n'accepte pas le télos de l'intégration mondiale et qui, par conséquence, nous aide à élaborer, selon les Charles, les échelles et les frontières, non pour les invalider, mais pour l'élargir. Et dans ce but, je répète, on n'a que suivre des navires à travers des voyages de longue distance. Car si nous nous mettons au milieu de cette période de l'intégration extérieure, et on suit les navires, qu'ils soient entre Marseille et Saigon, ou Hong Kong et Vancouver, ce qu'on va rencontrer, c'est une série de contrôles, de barrières, des contrôles migratoires, de boucliers sanitaires, de systèmes policiers officiels et justifiés pour empêcher le trafic. En bref, on dévoile, suivant la navire, toute une géographie de frontières et de limites à la mobilité qui ouvre la voie à une discussion sérieuse des échelles, je crois, et du cadre géographique. En suivant le navire, on dit, ce n'est pas une simple histoire d'hypermobilité de plus en plus accélérée et accessible qu'on retrouve. C'est plutôt une histoire de l'immobilité omniprésente qui est l'immobilité de navires devant les grèves et les pénuries et les conflits avec la main-d'œuvre, donc il a besoin de... Charles, il faut que tu conclues, d'autant qu'on n'entend pas très très bien.